Monsieur le Premier ministre. Merci, Monsieur le Président de la Commission des lois, Mesdames et Messieurs les ministres, Mesdames et Messieurs les sénateurs. Vendredi soir dernier, le chef de l'État a décrété l'état d'urgence. L'extrême gravité du moment s'imposait. En moins de 2 heures, des terroristes lourdement armés, minutieusement préparés, véritables commandos kamikazes, ont frappé à 7 reprises dans Paris et à Saint-Denis. Ils ont tué sans pitié, anéantissant 130 vies et faisant plusieurs centaines de blessés, dont beaucoup luttent encore contre la mort. L'état d'urgence a été donc une réponse immédiate, puissante et efficace pour protéger nos concitoyens, pour stopper des individus fanatisés, ces criminels qui veulent s'en prendre à notre pays, à ses valeurs, s'en prendre à notre démocratie. La menace est sans précédent, une menace globale, extérieure et intérieure, une menace globale, oui. Ce matin, Bamako, le Mali, pays qui résiste avec tant de courage au djihadisme. Bamako et le Mali ont donc été frappés. Vous le savez, une prise d'otages est en cours. Et je veux exprimer ici le soutien total de la France, une nouvelle fois, à nos amis maliens et à la démocratie malienne. Nous sommes à leurs côtés, hier, aujourd'hui et toujours. Mesdames et Messieurs les sénateurs, la France ne plie pas. La France se bat sur tous les fronts, au Sahel et au Levant, où nos armées sont déployées. Ces derniers jours, sur ordre du Président de la République, nos Rafales et nos Mirages ont intensifié leurs frappes. Ils ont bombardé et atteint des sites stratégiques où l'ennemi planifie et ordonne les attaques sur notre sol. Notre porte-avions, le Charles de Gaulle, bientôt sur zone, multipliera par 3 notre force de frappe. Et nous frapperons Daesh sans relâche pour détruire ses bastions, pour anéantir ses capacités d'action, en mobilisant la communauté internationale. C'est le sens des initiatives que le Président de la République a décidé de prendre en se rendant la semaine prochaine, d'abord à Washington pour rencontrer le président Obama, mardi, puis jeudi pour rencontrer le président Poutine, la Russie ayant aussi été atteinte par cet attentat qui a détruit l'un de ses avions de ligne et tué ô combien de Russes. C'est au Levant que se joue une part de notre sécurité ici. Nous agissons donc à l'extérieur. Nous intensifions aussi nos actions sur notre sol. Les policiers, gendarmes, services de renseignement, l'autorité judiciaire traquent sans relâche les individus, démantèlent les cellules, les réseaux, frappent durement ceux qui ont pour projet de nous frapper. Je veux à nouveau devant vous saluer l'action des enquêteurs, l'engagement des policiers du RAID et de la BRI. Il y a 2 jours, à Saint-Denis, ils ont permis de localiser et de neutraliser Abaoud, qui de toute évidence a joué un rôle déterminant dans les attaques de vendredi, un rôle déterminant aussi dans différentes tentatives d'attentats contre la France, celle de Villejuif contre des églises, et au moins 3 autres qui ont pu être déjouées au cours des derniers mois. Plus que jamais, dans les circonstances actuelles, les forces de l'ordre font l'honneur de notre nation, leur courage, leur professionnalisme font notre fierté. Chaque jour, chaque instant, ils agissent avec une obsession, empêcher que des individus ne passent à l'acte selon des modes opératoires qui évoluent sans cesse. Nous devons avoir les yeux ouverts face au risque d'une surenchère de la terreur. Nous sommes plusieurs à le dire depuis des mois. Et dire cela, ce n'est pas alimenter la peur ou alimenter,
je ne sais quel sentiment anxiogène. Ce sont les faits, c'est la terreur qui alimente la peur, pas nos discours, pas nos actes. Et dire cela, c'est donc se préparer à toute éventualité pour y parer, pour mobiliser nos compatriotes. Mesdames et messieurs les sénateurs, j'ai une conviction que vous partagez, j'en suis convaincu, nous avons changé d'époque. Nous sommes entrés avec une dureté absolue dans un moment nouveau. La guerre a changé de forme. Nous devons en prendre la pleine mesure et agir en conséquence, en nous adaptant en permanence aux évolutions, notamment technologiques, en étant réactifs, mais en ayant une seule ligne de conduite, le respect de ce que nous sommes, de nos grands principes, ceux de l'État de droit. Nous avons changé d'époque et nous devons apprendre, et le message n'est pas facile forcément à faire passer à nos compatriotes, nous devons apprendre à vivre avec cette menace. Et résister, ce n'est pas se figer. Et moi, je dis aux Français qui se demandent ce qu'ils peuvent faire, qui se demandent comment être utiles, résister, c'est continuer de vivre, de sortir, de nous déplacer, de nous rencontrer, de partager des moments de culture et d'émotion, de rester dans la vie et dans le mouvement. La France est une grande nation. Elle fait face une nouvelle fois. Et parce qu'elle est la France, parce qu'elle est regardée, parce que l'on espère beaucoup d'elle, parce qu'elle a cette ténacité, cette abnégation forcée dans les épreuves du passé, elle doit continuer sa route sans dévier. Je rencontrerai d'ailleurs en fin de journée l'ensemble des partenaires sociaux. Depuis vendredi, comme d'autres forces vives de la nation, ils témoignent leur solidarité. Toute la société civile doit continuer à se mobiliser. Et c'est ce message que je leur délivrerai. Chacun de nous a son rôle à jouer. Notre économie doit continuer de se développer, notre territoire continuer d'attirer les touristes, nos magasins d'ouvrir, les initiatives locales, associatives, sportives, d'animer notre quotidien. Face au projet de mort, nous envoyons un message de vie. Et dans le même temps, il nous faut de la maîtrise, du sang-froid, de la vigilance, un esprit de responsabilité collective. C'est comme cela que notre société mènera cette guerre et la gagnera. Hier, mesdames et messieurs les sénateurs, dans un mouvement d'union nationale, les députés ont voté massivement la prolongation de l'état d'urgence. Après la réunion du Parlement, réuni en congrès pour entendre le président de la République, ils ont de nouveau envoyé un message très fort. Ils ont dit notre détermination collective, implacable dans la lutte contre le terrorisme. Je suis aujourd'hui devant vous pour vous demander de voter à votre tour cette prolongation pour 3 mois. J'ai suivi les travaux de votre commission des lois. Je sais que le Sénat, hier, a su dire toute sa détermination, tout son engagement. Et je ne doute pas un instant de la force du message qu'il enverra lui aussi. Je tiens à saluer votre commission des lois et son président, Philippe Bas, que nous avons tenu associé étroitement en lien avec le rapporteur à l'Assemblée nationale, le président de la commission des lois, Jean-Jacques Urvoas. Vous avez travaillé dans des délais exceptionnels pour répondre à une situation d'exception. À chaque étape, le gouvernement a eu le souci de vous consulter sur les évolutions suggérées et, lorsque cela a été possible, d'intégrer vos propositions. Ne l'oublions jamais, sans sécurité, il n'y a pas de grande liberté possible, pas de grande liberté publique. La sécurité, c'est un principe fondamental d'organisation de notre société démocratique. Depuis vendredi, dans le cadre prévu par la loi du 3 avril 1955, les pouvoirs publics ont ainsi mis en œuvre, sans attendre, des moyens et des procédures à la hauteur de la situation. En région parisienne, les grands rassemblements ont été interdits jusqu'à ce dimanche prochain. En 7 jours, 793 perquisitions administratives ont été menées partout en France, de jour comme de nuit. Elles ont permis de saisir 174 armes, dont 18 armes de guerre. En 7 jours, 164 personnes dangereuses ont été assignées à résidence. Le but de ces assignations et de ces perquisitions, c'est aller vite contre les groupes susceptibles d'agir, c'est intervenir,
face à des individus au comportement menaçant. Dans ce contexte d'état d'urgence, les policiers pourront, sur décision du ministre de l'Intérieur, conserver leurs armes de service même pendant les périodes de repos. Tout agent des forces de l'ordre, même hors service, a le devoir d'intervenir face à une situation grave ou dangereuse. Cette mesure sera bien sûr encadrée et elle ne concerne pour le moment que l'état d'urgence. Aux dispositions prévues par cette procédure se sont ajoutées d'autres dispositions pour la sécurité de nos concitoyens. Nous avons déployé sur tout le territoire 3 000 militaires supplémentaires pour atteindre un total de 10 000. Ils s'ajoutent aux 100 000 policiers et gendarmes et 5 500 douaniers également sur le qui-vive. Nous avons accru les contrôles dans les gares, les aéroports, les transports, rétabli les contrôles aux frontières intérieures, comme le permet Schengen, avec 132 points de passage autorisés, contrôlés en permanence, 61 par la police aux frontières, 71 par les douanes. Ces actions doivent bien évidemment se prolonger à l'échelle de l'Europe, ce qui veut dire passer à la vitesse supérieure sur au moins 2 priorités que nous avons rappelées hier avec Bernard Cazeneuve. D'abord, adopter enfin le partage des données des passagers aériens ou PNR européens. Je ne comprends pas que des parlementaires européens, y compris des Français, s'opposent à cet instrument indispensable pour lutter contre le terrorisme. Ceci nous permettra, et c'est pour ça que je les appelle à la responsabilité, quel qu'il soit, de quelle famille politique soit-il, de disposer d'un fichier garantissant la traçabilité des déplacements, y compris à l'intérieur de l'Union. C'est une condition de notre sécurité collective. Deuxième priorité, prendre toutes les mesures pour assurer une protection effective de nos frontières. Cela suppose au moins 2 choses. Mettre en place des contrôles systématiques à toutes les frontières extérieures de l'Union, y compris pour les bénéficiaires de la libre circulation, ce qui passe par une révision ciblée des règles de l'espace Schengen, et créer un système de garde-frontières européen. Nous le demandons depuis plus d'1 an. Ce matin même, à Bruxelles, le ministre de l'Intérieur et la garde des Sceaux ont porté ces sujets dans le cadre du Conseil Justice Affaires intérieures, convoqué à la demande de la France. Et notre position est très claire, elle a été encore exprimée ici même par le ministre de l'Intérieur en répondant au sénateur Roger Karoutchi il y a quelques jours. Si nous n'avançons pas de manière décisive, Schengen ne survivra pas et on assistera au repli sur soi généralisé de chaque État. Au cours de nos débats, il va nous rejoindre. Le ministre de l'Intérieur reviendra sur les résultats précis de cette réunion. Mais je peux d'ores et déjà vous dire que le Conseil a montré que les idées que nous portons sont très largement soutenues. Un texte politique a été adopté au consensus. Chacun se rend compte qu'il est crucial dans l'intérêt même de l'Europe d'avancer désormais très vite. Il y a des discours, il y a les décisions. Maintenant, il faut passer aux actes. Mesdames, Messieurs les sénateurs, un état d'urgence efficace, c'est aussi un état d'urgence repensé et modernisé. Le projet de loi soumis à votre vote propose donc de faire évoluer la loi de 1955. C'est nécessaire. Le contexte général, juridique, technologique a bien changé depuis que cette loi a été adoptée il y a 60 ans. L'état d'urgence doit aujourd'hui être doté d'instruments plus performants, mieux adaptés à la réalité que nous vivons. Le premier dispositif, c'est celui de l'assignation à résidence, qui immobilise les individus radicalisés et les empêche d'agir. Cette disposition est particulièrement adaptée à la menace actuelle. Nous allons donc la préciser pour qu'elle s'applique non seulement aux individus dont les activités dangereuses sont avérées, mais aussi aux plus radicalisés, aux terroristes potentiels, donc dès lors qu'il y a des raisons sérieuses de penser qu'ils sont une menace pour notre sécurité. Ils pourront être conduits à leur lieu de résidence par une action coercitive, être privés de leur passeport et des documents d'identité. Ils seront soumis à des obligations strictes de pointage 3 fois par jour et de respect d'horaires de couvre-feu portés à 12 heures par un amendement du député Éric Ciotti adopté hier par l'Assemblée nationale. Ils auront enfin l'interdiction d'entrer en contact par quelque moyen que ce soit avec d'autres individus dangereux.
L'Assemblée nationale a tenu à préciser hier que cette interdiction pourra être maintenue même en cas de levée de l'assignation à résidence. Les peines encourues en cas de non-respect de cette assignation seront également accrues. Enfin, vous le savez, nous avons eu un débat, nous y reviendrons sans doute, avec vos collègues députés, notamment à l'initiative du groupe Les Républicains, sur le placement sous surveillance électronique mobile de certains individus assignés à résidence. Le Gouvernement a entendu cette préoccupation. Il a proposé un amendement ouvrant cette possibilité, mais je dois le reconnaître, dans les limites très étroites que nous fixe la jurisprudence constitutionnelle. Le deuxième dispositif, c'est celui des perquisitions administratives qui permettent de relever les preuves au domicile des perquisitionnés. Désormais, les forces de sécurité, toujours en présence d'un officier de police judiciaire, pourront faire une copie des données stockées dans les téléphones et ordinateurs trouvés sur place. Il est vrai que ces instruments n'existaient pas en 1955. Pour que ces perquisitions administratives soient les plus utiles, les plus efficaces possibles, elles doivent évidemment pouvoir déboucher sur des suites judiciaires immédiates. C'est l'objectif d'un amendement du président de votre commission des lois que le Gouvernement a présenté à l'Assemblée nationale et qui a été adopté. Les perquisitions sont aussi mieux encadrées. Le projet de loi dont nous débattons aujourd'hui précise qu'elles ne pourront pas viser les magistrats, les journalistes, ni d'ailleurs les locaux affectés à l'exercice d'un mandat parlementaire. Elle prévoit également un droit de recours conforme au droit commun. Moderniser la loi de 1955, c'est aussi se doter de nouveaux outils juridiques particulièrement nécessaires face au phénomène d'embrigadement. Je pense bien sûr à la dissolution des associations et des groupements de faits portant une atteinte grave à l'ordre public. Je pense donc à ces mosquées salafistes radicales où l'on prône la haine de nos valeurs, le rejet violent des principes de la République. Oui, notre adversaire, c'est le djihadisme, c'est l'islamisme radical, c'est cette matrice que représente le salafisme, et nous devons les combattre avec les moyens de la République, mais avec la plus grande des déterminations. Si les moyens juridiques existent déjà, ce projet de loi va permettre d'accélérer donc les procédures, de fermer ces lieux en l'espace de quelques jours seulement, et nous n'hésiterons pas à les employer. L'embrigadement se fait aussi, nous le savons tous très bien, nous en avons souvent discuté dans cette enceinte, par les réseaux sociaux. Le Gouvernement a entendu hier la préoccupation de l'Assemblée nationale, qui a adopté un amendement permettant au ministre de l'Intérieur de prendre, je cite, « toute mesure pour assurer l'interruption de tout service de communication au public en ligne provoquant à la commission d'actes de terrorisme ou en faisant l'apologie ». Moderniser l'état d'urgence, c'est aussi enlever les dispositions devenues pas seulement obsolètes, mais tout simplement en décalage avec notre époque. Ce projet de loi, pour votre information, supprime donc la possibilité de contrôler la presse, la radio, le cinéma ou le théâtre, une disposition prévue par la loi de 1955, mais jamais utilisée. Dans le même esprit, les juridictions militaires ayant disparu, les dispositions qui les concernent dans la loi de 1955 étaient devenues inutiles. Mesdames et messieurs les sénateurs, nous dotons la procédure d'état d'urgence d'outils plus efficaces, adaptés à notre temps. Nous la dotons aussi des instruments nécessaires au bon fonctionnement de la démocratie. Un amendement important a ainsi été adopté à l'Assemblée nationale qui inscrit dans la loi l'obligation de tenir le Parlement informé des mesures prises pendant toute la durée d'application de l'état d'urgence. Le Gouvernement était favorable à cette initiative parlementaire portée par les députés Urvoas et Poisson et soutenue par ailleurs sur tous les bancs de l'hémicycle. Des points réguliers sur la mise en œuvre de l'état d'urgence vous seront faits et toutes les informations nécessaires et possibles sur la lutte antiterrorisme sur notre sol et nos opérations militaires au Levant vous seront données à l'occasion de réunions régulières et hebdomadaires à l'hôtel de Matignon. Mesdames et messieurs les sénateurs, nous devons donc adapter, moderniser l'état d'urgence. Nous devons aussi, parce que la menace est là pour durer, nous donner tous les moyens d'agir efficacement sur le long terme. Nous devons mobiliser les moyens humains, matériels, législatifs nécessaires. Nous avons créé des postes supplémentaires de policiers, de gendarmes, des postes dans la justice. Nous allons en créer davantage, 8 500 en tout, 5 000 pour les forces de l'ordre, 2 500 pour la justice, 1 000 pour les douanes.
D'autre part, et quoi de plus logique quand la guerre est là, il n'y aura aucune diminution des effectifs de la défense jusqu'en 2019. De donner tous les moyens d'agir, c'est ensuite lutter mieux encore contre la radicalisation pour attaquer le mal à la racine. Nous avons mis en place dans chaque département des dispositifs dédiés, regroupant tous les acteurs, police, enseignants, travailleurs sociaux. Nous avons commencé à former les professionnels pouvant être en contact avec des jeunes radicalisés pour qu'ils aient les bons réflexes. Nous agissons en particulier dans les prisons, sur les réseaux sociaux. Et l'objectif, c'est bien de détecter les signes avant-coureurs, contrer les discours de manipulation là où ils se propagent, suivre les individus au plus près. Nous mobilisons aussi les familles. C'est un travail difficile, de longue haleine. Mais nous devons aujourd'hui aller encore plus loin. Dans les prochaines semaines, je l'ai annoncé hier, nous ouvrirons un centre de prise en charge d'individus radicalisés. L'objectif, là aussi, c'est de sortir les individus de l'impasse mortifère dans laquelle ils se trouvent, ce qui implique un suivi psychoclinique, un travail individuel, avec nécessairement une grande vigilance quant à la motivation réelle du radicalisé. Cette première expérience, si elle réussit, pourra être généralisée sur le territoire. Je rappelle cependant que les terroristes qui reviennent, eux, de Syrie ou d'Irak, ne doivent trouver qu'une seule place, car il ne faut pas confondre les choses, c'est bien la prison. Nous donner tous les moyens d'agir, c'est enfin continuer d'adapter notre droit. Depuis 2012, 2 lois antiterroristes ont été adoptées. La plupart des mesures sont entrées en vigueur. La loi renseignement, elle inclut de nombreuses propositions de l'Assemblée, du Sénat, sur tous les bancs, et bien sûr de l'opposition. Renforce, quant à elle, les moyens de nos services de renseignement pour leur permettre de mieux détecter les menaces et de surveiller les djihadistes en temps réel. Ces dispositions, pour la plupart d'entre elles, ont été mises en œuvre depuis octobre. Une proposition de loi complétant, suite à la censure du Conseil constitutionnel, la loi sur le renseignement, est examinée actuellement par le Conseil constitutionnel. Et il permettra notamment de donner plus de moyens aux services de renseignement pour suivre un certain nombre d'individus. Cet arsenal législatif sera... Je tiens à cette occasion à remercier la délégation parlementaire au renseignement présidée par Jean-Pierre Raffarin pour ses propositions et son travail toujours constructif. Nous devrons là aussi aller plus loin en révisant notre Constitution. Ces dispositions ne correspondent plus au type de crise que nous pouvons vivre aujourd'hui. Nous aurons bien sûr l'occasion d'y revenir dans les prochaines semaines, mais je veux être précis. L'article 16 ne pouvait pas être activé vendredi. Il n'y a pas eu d'interruption du fonctionnement régulier des pouvoirs publics constitutionnels. L'article 36, qui définit l'état de siège, non plus, car il n'y a pas eu de péril imminent résultant d'une guerre étrangère ou d'une insurrection à main armée. Nous proposerons donc d'inscrire l'état d'urgence en toutes lettres dans la Constitution. Les procédures exceptionnelles qui en découlent doivent bénéficier de ce fondement juridique inattaquable. Cette révision constitutionnelle, nous y reviendrons, et le Gouvernement, évidemment, sera particulièrement ouvert à toutes les suggestions. Mais cette révision constitutionnelle doit nous permettre d'avancer sur 2 autres mesures que le Président de la République a annoncées lundi pour traiter du cas des Français qui se retournent contre leur propre pays. D'abord, l'élargissement de la déchéance de la nationalité aux binationaux nés en France et condamnés pour des faits de terrorisme, et ensuite l'encadrement rigoureux du retour sur notre sol de ceux partis faire le djihad. Nous voulons faire en sorte qu'ils ne puissent pas revenir sans y être expressément autorisés et sans être soumis à leur retour à un suivi très rapproché. Je rappelle toujours ces chiffres qui évoluent d'ailleurs. 966 Français sont déjà partis en Irak ou en Syrie. 142 y ont laissé la vie. 588 y sont toujours. Mais 247 en sont revenus. Certains sont de retour en France. Pour beaucoup, interpellés, incarcérés. Certains sont allés dans d'autres pays d'Europe. Certains circulent. Mais tous représentent une très grande menace. Ces 2 révisions constitutionnelles que nous proposerons devront bien sûr être encadrées par un contrôle juridictionnel très strict. Mesdames, Messieurs les sénateurs, il y a tout juste une semaine, la France a été attaquée. Notre responsabilité à tous, gouvernement, représentation nationale, c'est d'apporter une réponse à la hauteur. L'Assemblée nationale l'a fait hier, et je ne doute pas que dans un même mouvement, le Sénat le fera cet après-midi.
Je voudrais saluer sincèrement l'engagement du président Gérard Larcher, celui de tous les sénateurs, saluer plus largement le rôle des élus locaux, des maires qui sont sur le terrain, qui doivent répondre aux inquiétudes de la population, rassurer, trouver les mots, dire que la puissance est là, accompagner la mise en oeuvre de l'état d'urgence. Et il y a aujourd'hui beaucoup de réunions dans les départements entre les élus locaux et les préfets, précisément sur la mise en oeuvre de l'état d'urgence. Et je voudrais saluer l'engagement de l'Association des maires de France, derrière François Baroin, qui a pris la décision courageuse de tenir cette semaine une réunion exceptionnelle pour témoigner de l'engagement des maires au service des valeurs de la République. Les élus locaux, les maires, sont les porteurs de nos valeurs face au terrorisme. C'est ce message d'union sacrée, c'est-à-dire de très grande force, qu'attendent nos concitoyens. L'union fait la force mène à la victoire. Et parce que nous sommes unis, parce que nous portons dans notre cœur notre patrie, notre devise républicaine, la laïcité, que nous devrons plus que jamais brandir, parce que nous sommes tous blessés, je sais que nous irons chercher au plus profond de nous-mêmes ces ressources pour nous dépasser nos clivages, pour nous retrouver dans un même combat. Ce combat de la démocratie contre le chaos, nous le mènerons et nous le gagnerons. Merci, Monsieur le Premier ministre.